Nous sommes en 2005 à la gare de l'Est à Paris. Il est 22 h un vendredi soir. Les derniers voyageurs rentrent chez eux après une longue semaine de travail. Mais dans les couloirs de cette gare, un homme commence sa garde de nuit. Un homme qui vient tout juste de quitter son bureau. Un bureau où travaillent 89 employés, c'est un bureau où il est le patron. Cet homme, c'est Bertin Tchofo. Et il fait quelque chose que 99% des entrepreneurs considèrent comme de la pure folie. Il cumule, tenez-vous bien, 82 heures de travail par semaine. Et il fait ça alors qu'il dirige déjà une entreprise florissante de nettoyage avec près de 90 employés. Il continue à travailler comme un agent de sécurité dans cette gare parisienne avec tout ça à son actif. Même quand j'étais chef d'entreprise, j'ai continué à faire mon travail de sécurité. Soyons honnêtes, si vous étiez à sa place et que vous dirigez 89 employés, est-ce que vous continuerez à faire agent de sécurité la nuit? Est-ce que à sa place, vous aurez fait pareil? Moi, je pense que n'importe qui aurait démissionné de son job de sécurité depuis très longtemps. Et tellement que ce qu'il faisait était incompréhensible, tout le monde le prenait pour un fou à tel point que ses employés avaient fini même par se moquer de lui en disant que si vous cherchez le patron, son bureau c'est à la gare de l'Est. Et certains de mes employés disaient, mais le bureau de Hugo, c'est à la gare de l'Est. Mais ce que ces employés ne savaient pas, c'est que quelques mois avant de les embaucher, il dormait dans les rues glaciales de Paris. Il avait froid, il avait faim, et chaque soir, il ne savait pas où poser sa tête. Pendant 8 longs mois, il a vécu l'humiliation de tendre la main. Il a vécu la peur de ne pas survivre à l'hiver. Aujourd'hui, ce même homme a conquis 2 continents. Il a une entreprise de plusieurs millions d'euros en France, puis un empire industriel de plusieurs milliards de francs CFA au Cameroun. Alors, comment un homme qui dormait dans les rues de Paris a-t-il fait pour devenir l'un des plus grands industriels sur le continent africain? Et surtout, pourquoi avait-il refusé d'abandonner son travail de vigile, même avec 89 employés sous ses ordres? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette incroyable histoire, celle d'un homme qui va certainement révolutionner votre façon de concevoir la réussite. Bertin Tchofo arrive en Europe en 2001 avec un rêve. Le même rêve que des milliers de jeunes Africains. Il rêve de trouver de l'autre côté de la Méditerranée une vie meilleure. Cette vie meilleure qui semble impossible chez lui. Son parcours ressemble à un chemin de la croix. D'abord, il commence par la Belgique, puis la Hollande et enfin la France. À chaque frontière, il espère que cette fois ce sera la bonne pour lui. Mais chaque fois, c'est une déception. Il se dit que le prochain pays lui ouvrira les portes de la réussite. Mais quand Bertin arrive à Paris, sans papier, sans domicile, sans repère, la réalité le gifle violemment. Imaginez-vous juste que vous êtes à sa place, vous avez quitté votre famille, vos amis, tout ce que vous connaissez et vous vous retrouvez dans une ville immense où personne ne vous connaît. Et chaque soir, vous vous posez la même question terrifiante, où est-ce que je vais dormir cette nuit? Pendant plus de 8 mois, Bertin va connaître l'enfer de la rue. Il traîne un petit sac à dos qui contient toute sa vie, il passe des journées entières sous le froid et cela sans manger. Et quand la nuit arrive, il erre à rechercher des coins chauds où il peut s'abriter en espérant ne pas se faire expulser par la police. Mais le pire dans tout ça, ce n'est même pas le froid. Ce n'est même pas la faim qu'il ressentait. Mais le pire dans tout ça, c'est la tentation constante. Cette tentation de vouloir tout abandonner. Les camarades de galère lui proposent une solution facile. On lui propose de laisser tomber sa femme du pays. On lui dit, mon gars, oublie la femme du pays. On lui propose de trouver une Française bien installée. Et on lui dit, mais comme ça, tu vas pouvoir avoir une situation stable. La vérité, c'est que beaucoup parmi eux, à son époque, se sont tournés vers cette solution. Mais Bertin, lui, il a refusé. Il reste fidèle à son épouse, fidèle à lui-même. Même s'il doit continuer à dormir dehors, même si parfois il cache la vérité à sa femme au téléphone en lui répétant que tout va bien, il sait très bien au plus profond de lui que rien ne va. Il serre les dents, il serre les poings et il avance malgré tout. À sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? En tout cas, lui, il ne s'est pas découragé. Un jour, une opportunité s'est présentée à lui. On lui propose une formation dans le nettoyage. Une formation que beaucoup méprisent. Mais lui, il y voit un moyen de changer sa trajectoire. Après avoir fait la formation, il décroche enfin un petit contrat à 600 €. Ce n'est rien, c'est peu, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour lui, c'est énorme. Il passe de la rue à 600 €. Chaque centime pour lui compte. Alors, Bertin commence à travailler dans ce nouvel emploi avec
un sérieux rare. Il termine les tâches des autres. Il nettoie chaque recoin comme si l'entreprise lui appartenait. C'est dans cette période qu'il fait la rencontre du pasteur Serge Azébazé, qui est un ami de son patron. Un jour, pendant que Bertin travaillait seul après le départ de ses collègues, il fredonne doucement des chants entendus dans des églises en Belgique, des églises dans lesquelles il dormait lorsqu'il avait nulle part où aller. Et le pasteur Serge l'entend. Le pasteur Serge s'approche de lui pour lui demander « Mais pourquoi est-ce que tu chantes ça? Pourquoi est-ce que tu chantes en travaillant ?» Et Bertin, un peu timide, ne sait pas trop quoi lui répondre. Mais il prend son courage à deux mains, mais il répond quand même en lui disant « Quand je chante comme ça me fait du bien. » C'est ainsi que le pasteur Serge l'invite à un programme à l'église. D'abord, Bertin refuse. Il refuse en expliquant qu'il n'est pas venu en Europe pour aller dans les églises. Mais après, il finit par céder. Et c'est comme ça que Bertin se rend dans cette église. Et il arrive à l'église en retard. Il arrive à l'église, le culte est déjà terminé. Les gens sont déjà en train de partir. Il rentre quand même, il arrive à rencontrer le pasteur Serge. Et là, le pasteur Serge prie pour lui. Le pasteur Serge le présente rapidement à quelques personnes dans l'église. Et puis Bertin repart et il disparaît pendant 2 mois. On n'entend plus parler de lui. Mais il y a quelque chose en lui qui avait bougé ce jour-là. 2 mois après, il décide de revenir. Mais cette fois, il revient plus fréquemment. On le voit plus souvent à l'église. C'est à ce moment que l'histoire devient vraiment fascinante. Je t'invite vraiment à écouter cette partie-là. Pendant 6 mois entiers, Bertin va servir à l'église sans être un chrétien. Il arrive avant tout le monde alors qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il part après tout le monde. Il nettoie les toilettes. Il place les fidèles, il installe les affaires du pasteur. Il fait ça avec une discipline sans faille jusqu'au jour où tout va changer pour lui. Pendant une prédication, il entend intérieurement cette phrase qui dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre ». Il regarde autour de lui et personne d'autre n'a entendu ça. Le pasteur n'a jamais prononcé ces mots. Il avait entendu ces mots et il était le seul à les entendre. Il est ébranlé par ça. Il rentre chez lui et il entre dans un jeûne sec de 3 jours. Il fait ce jeûne dans le but de chercher cette vérité. La vérité que cette voix lui a soufflé. Le 3e jour de son jeûne, il ouvre la Bible au hasard et ses yeux tombent sur ce verset qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Et là, pour Bertin, c'est une révélation. À partir de ce jour, sa vie bascule instantanément. Il appelle ses frères au Cameroun avec tout le courage qu'il a et il leur annonce qu'il est né de nouveau. Il est désormais chrétien. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il leur dit et il leur interdit formellement de continuer les pratiques d'idolâtrie avec l'argent que lui, il leur envoie. Il dit, celui qui osera faire encore des sacrifices, ça tirera des problèmes, je vous le garantis. À partir de ce moment, tout change pour lui. Bertin a trouvé sa vérité. La foi devient son moteur de résilience. Plus jamais il ne sera le même homme. Mais la conversion de Bertin ne s'arrête pas aux mots. Elle va se traduire par des actes qui défient toute logique économique. Le premier test de sa foi va arriver très vite. Au Cameroun, sa femme avait déjà demandé le visa depuis plusieurs mois. Ce visa lui a été refusé à chaque fois qu'elle a tenté, à quel point qu'elle était désespérée. J'ai dit ça, c'est du n'importe quoi. Comment il peut dire qu'on demande les choses à Dieu et donne comme ça? Et je dis, je veux que ma femme vienne. Elle était encore au Cameroun. Le passeport, on l'a gardé précieusement. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit cela, ma femme avait déjà demandé le visa, on avait refusé. Mais maintenant que Bertin est devenu chrétien, il décide de prier pour faire venir sa femme. Après plusieurs jours de prière, sa femme reçoit un coup de fil du consulat. Un coup de fil auquel elle ne s'attendait pas. On lui demande de revenir avec son passeport. Figurez-vous qu'elle a demandé un séjour, admettant de 3 semaines, j'ai pas les détails. Mais son séjour courait à sa fin. Donc, figurez-vous qu'il restait 2 jours pour arriver au terme du séjour qu'elle aurait dû passer en France. L'ambassade de France a fait quelque chose que moi personnellement je n'ai jamais vu. L'ambassade de France lui a accordé un visa de 2 jours pour qu'elle aille passer les 2 jours qui restaient sur le séjour initialement demandé. Le lundi matin, elle m'appelle et dit, je viens d'avoir un coup de fil, on me dit de revenir avec mon passeport. La lettre d'invitation restait 2 jours. On l'a donné un visa de 2 jours. C'est un délai impossible. Donc, elle doit tout quitter précipitamment. Elle doit faire ses bagages et prendre l'avion le soir même. Elle appelle Bertin pour lui annoncer qu'elle a obtenu le visa. Et comme ce n'est qu'un visa pour 2 jours, elle doit voyager dans la soirée même. J'ai eu le visa, je ne dis pas quel miracle. Il dit, j'ai le visa. Et comme ce n'est que 2 jours, je dois voyager le soir. Là, Bertin, il panique. Il doit trouver un logement coûte que coûte. J'étais obligé de trouver une maison coûte que vaille. Et j'ai trouvé une sous-location chez un monsieur romain. Il trouve comme ça dans la précipitation une sous-location chez un monsieur. L'accord est signé et sa femme arrive en France. Mais dès l'arrivée de sa femme, le propriétaire change d'avis. Il explique à Bertin qu'il avait loué à monsieur Tchofo. Il n'a pas loué à monsieur et madame Tchofo. Quand ma femme est arrivée, il me dit, j'avais loué à monsieur Tchofo et non
à monsieur et madame Tchofo. Ils nous donnent 1 mois pour quitter la maison. Il leur donne donc 1 mois pour quitter les lieux. Alors, pendant 1 mois, le couple fait le tour de l'île de France. Et pour eux, c'est impossible de trouver un logement. Bertin n'a pas encore ses papiers et son salaire est de 600 €. C'est un salaire qui ne suffit pas pour convaincre les propriétaires de laisser leur appartement. Pendant 1 mois, on fait tout le tour, on ne trouve rien parce que je n'avais pas encore les papiers et je n'avais pas un salaire fiable pour avoir un loyer. 1 mois après, ce qui devait arriver arriva. Le préavis arrive à son terme. Le propriétaire ne lésine pas sur les moyens, il met leurs affaires dehors. Imaginez juste la scène. Un mari et sa femme dehors dans la rue, en plein hiver, et ils ne savent pas où aller. Quand vous imaginez un mari avec sa femme, ils ne savent pas où aller. Ce jour-là, c'était un vendredi. Et un peu de chance pour eux, il y avait une veillée de prière qui commençait à 22 h jusqu'à l'aube. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de participer à la veillée de prière malgré le fait qu'ils étaient dans la rue. Après la prière, vers 6 h 30 du matin, ils sortent, tous les frères s'en vont et il y a un frère qui demande « Mais vous allez où ?» Et ils répondent qu'ils ne savent pas où aller, ils attendent. Le frère s'étonne car tout le monde est déjà parti de l'église. C'est ainsi que la vérité éclate. Le couple finit quand même par trouver une association qui accueille les femmes, mais uniquement les femmes. Donc, ça signifie que sa femme peut dormir de 20 h à 8 h, mais elle doit sortir dans la journée. Et Bertin, lui, il retourne dans la rue. On a trouvé un endroit où elle pouvait dormir, mais venir qu'à 20 h et ressortir après 8 h. Et de nouveau, je suis rentré dans la rue parce que ce n'était qu'un lieu pour les femmes. Bertin avait réussi à sortir de la rue, mais maintenant qu'il a sa femme avec lui, il y retourne. Et chaque nuit, ils se séparent. Elle va au centre d'hébergement et lui, il erre dans les rues glaciales de Paris pour une seconde fois dans sa vie. 2 semaines comme ça jusqu'à ce qu'un frère de l'église les repère et raconte leur situation au pasteur Serge. Le pasteur est bouleversé. Alors, il leur ouvre l'église comme un refuge, puis leur trouve une chambre sans fenêtre au fond d'un local de l'église. Le couple n'a pas le choix. C'est là qu'il s'installe et retrouve enfin un minimum de stabilité, un minimum de dignité. Dans cette chambre sans fenêtre, ils vont reconstruire leur vie. Et Bertin continue à servir fidèlement à l'église. Il n'a pas changé ses habitudes. Un jour, le pasteur annonce en pleine réunion que l'église n'a pas payé son loyer. Bertin est profondément bouleversé. Comment son père spirituel peut-il avoir des problèmes financiers? Il se met à prier en demandant à Dieu de le bénir pour qu'il puisse payer sa dîme et contribuer à l'œuvre de Dieu. Et c'est là qu'il va prendre une décision qui semble complètement folle. À ce moment-là, Bertin gagne 600 € par mois. Mais il décide de donner 200 € de dîme. Donc, 33% de son salaire. Mais son raisonnement, c'est que les 200 € ne sont pas un pourcentage du salaire qu'il a maintenant, mais c'est pour lui un pourcentage du salaire pour lequel il prie, à savoir 10% de 2000 €. Quelques jours plus tard, après avoir fait ce vœu, son patron l'appelle pour lui proposer un travail supplémentaire. Ajouté à son poste actuel, ça lui fait exactement 2000 € par mois. Quelle coïncidence! Bertin a trouvé sa méthode. Alors, il ne va pas s'arrêter là, il veut plus. Il passe alors sa dîme à 300 € en espérant bien sûr un miracle de 3000 €. J'ai dit 2000 € ce n'est pas assez. Il me faut avoir un travail d'au moins 3000 €. Je passe ma dîme à 300 €. Et miracle pour lui, on lui propose encore plus d'heures de travail. Il cumule maintenant 3 postes. Il est superviseur de nettoyage, il est agent de sécurité les soirs et les week-ends, il distribue des prospectus. Et ça lui rapporte, figurez-vous, un total de 3500 € par mois et c'est magnifique. Je vous parle de quelqu'un qui, il y a quelque temps, était sans domicile fixe. Mais attention, ce rythme effréné fait que Bertin ne dort presque plus. Il travaille sans relâche. Certains diraient qu'il se tue littéralement à la tâche. Lui, il dit avec beaucoup de courage qu'il investit dans son avenir. Et pendant tout ce temps, il prend un engagement spirituel qui défie l'entendement. Il décide de contribuer activement au loyer de l'église. Il gagnait 3500 € et il donnait pratiquement 700 € entre les dîmes et les contributions. Ce qui est impressionnant avec cette histoire, c'est qu'il l'a fait pendant 17 ans. Et tenez-vous bien, il y a certains mois, il contribuait jusqu'à 3200 €. Et ce, avant même de penser à construire sa propre maison, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Je peux vous rassurer, j'ai payé pendant 17 ans 3200 € pour le loyer de cette salle. Ce qui était prévu pour 1 an. Mais entre-temps, avec ses multiples fiches de paie, Bertin finit quand même par obtenir son premier vrai logement stable. Il fait un dépôt de 12 mois de loyer et il paie son loyer cash. Sa femme et lui emménagent enfin dans cette petite maison. Et c'est à ce moment-là qu'elle tombe enceinte de leur fils Samuel. J'ai pu mettre à côté
Et c'est en ce moment qu'après avoir mis à côté, j'ai pu chercher un loyer. Et comme j'avais plusieurs fiches de paye, il n'y avait pas assez de garantie. On m'a dit de faire un dépôt de 12 mois. La maison était 1000 €. J'ai pu obtenir cette belle petite maison pour faire plaisir à ma femme qui était déjà enceinte de mon Samuel qui est assis là. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier loyer. Mais Bertin a un problème. Il est épuisé. Je pense que vous comprenez pourquoi. Malgré ses 3500 € entre les charges, sa dîme astronomique et le loyer de l'église qu'il paie religieusement, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre. Et je pense qu'on est d'accord sur ce point. Il fait donc une prière pour demander quelque chose de nouveau dans sa vie. Quelque chose qui rapportera plus d'argent et qui sera moins épuisant. Cette chose, c'est l'entrepreneuriat. L'idée pour lui est de créer sa propre entreprise. Et à ce moment-là, il cherche des associés. Il a conscience déjà que entreprendre seul, c'est très difficile. Mais malheureusement pour lui, personne ne veut s'associer à lui. Il contacte tout le monde, mais rien. Personne ne veut s'associer. Il va voir un expert comptable pour demander de prendre sa femme comme associée. Celui-ci lui explique que, puisqu'ils sont déjà mariés, elle est associée d'office. Bertin rentre chez lui, il est un peu dépité par cette situation parce qu'il ne trouve pas un associé pour l'accompagner dans cette aventure. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'au fait, il n'est pas seul. Il a Jésus qui est là et qui détient le capital essentiel. C'est ainsi qu'il va donner ce nom révolutionnaire à sa société. Il va appeler sa société PAFIC, partenaire financier avec Christ. Ainsi, pour Bertin, une aventure entrepreneuriale peut commencer. Avec PAFIC, Bertin ne part pas de rien. Il a un atout majeur, son expérience. Toutes ces années à nettoyer les plus grands restaurants de Paris, à superviser des équipes, à gérer la qualité, tout cela devient son capital de départ. Ses premiers contrats, il les décroche grâce à son réseau. Les patrons le connaissent déjà. Ils savent qu'avec Bertin, le travail sera fait et il sera bien fait. Alors, quand il leur propose les services de sa nouvelle entreprise PAFIC, ils acceptent sans hésiter. Le premier contrat, c'est un seul restaurant McDonald's qu'il devait gérer avec ses employés. Rien d'extraordinaire, on peut dire. Mais Bertin s'applique. Il applique la même méthode que quand il était salarié. Excellence absolue, zéro défaut, satisfaction totale du client. Les premiers mois sont tendus. Bertin supervise tout personnellement. Il arrive avant ses employés et il repart après eux. Il vérifie chaque détail, chaque recoin. La moindre erreur le stresse. Il se pose tout le temps la question. Et si le client n'était pas satisfait? Et si le contrat a été annulé? Bref, malgré ce stress, les choses avancent. Et au bout de 3 mois, un autre miracle se produit dans sa vie. Le gérant du McDonald's l'appelle et il est tellement satisfait qu'il veut étendre le contrat à d'autres restaurants de sa zone. D'un coup, Bertin passe de 4 à 9 employés. Bertin n'en dort plus la nuit. 9 personnes dépendent maintenant de lui. 9 familles comptent sur PAFIC pour payer leur loyer, nourrir leurs enfants. La responsabilité l'écrase autant qu'elle le motive. Il recrute avec prudence. Il forme personnellement chaque nouvel employé. Il leur explique que chez PAFIC, on ne fait pas que nettoyer, on représente l'excellence française. 6 mois plus tard, il fait un nouveau banc. 45 employés. Cette fois, PAFIC gère plusieurs restaurants simultanément. Bertin doit organiser les équipes, planifier les tournées, gérer les stocks de produits. Il découvre les joies et les pressions du management. Certains employés ne comprennent pas ces exigences. Pourquoi refaire un travail déjà correct? Pourquoi cette obsession du détail? Bertin leur explique sa philosophie. Il leur dit, quand on vient de la rue, on sait que rien n'est acquis. À tout moment, on peut nous mettre dehors. À 80 employés, l'entreprise change de dimension. PAFIC déménage dans de vrais bureaux. Bertin embauche une secrétaire, un comptable et découvre les charges sociales, les déclarations, la paperasse administrative. Parfois, il regrette l'époque où il ne gérait que 4 personnes. Mais le chiffre d'affaires explose. Les marges s'améliorent. PAFIC devient rentable et très rentable même. Et puis vient le cap symbolique. 89 employés. Presque 90 personnes qui travaillent pour cet ancien SDF. Bertin mesure le chemin parcouru. Quelques années plus tôt, il fouillait les poubelles et maintenant, il dirige une entreprise de nettoyage qui emploie près de 100 personnes. Mais paradoxalement, plus PAFIC grandit, plus Bertin a peur. Peur de tout perdre. Peur de décevoir ses employés. Peur de retourner à la case de départ. Alors, il garde son filet de sécurité. Chaque vendredi soir, après avoir dirigé ses 89 employés, il enfile son uniforme d'agent de sécurité et se rend à la gare de l'Est. Jusqu'à ce que j'ai 89 employés, j'étais agent de sécurité. Chaque week-end, il fait ses rondes, surveille les couloirs, contrôle les accès. Ses employés commencent à se poser la question. Mais
Où est le patron le vendredi après 17 heures? Pourquoi ne répond-il jamais au téléphone le week-end? Et surtout, pourquoi refuse-t-il systématiquement les rendez-vous du samedi et du dimanche? La vérité finit par se savoir et elle devient même une blague dans l'entreprise. On dit de Bertin, si vous cherchez le patron, son bureau c'est à la gare de l'Est. Et certains de mes employés disaient, mais le bureau de Hugo c'est à la gare de l'Est. Et quand on dit ça, certains employés rigolent. D'autres ne comprennent pas. Comment on peut diriger 89 personnes la semaine et faire le vigile le week-end? Mais Bertin a ses raisons. Une peur viscérale le ronge. Et si tout ça s'effondrait du jour au lendemain? Et s'il perdait tous ses contrats? Et s'il se retrouvait à nouveau sans rien? Cette peur, c'est celle de l'homme qui a dormi 8 mois dans la rue. Cette peur, c'est celle de celui qui a vu sa femme chassée d'un logement du jour au lendemain. Cette peur, c'est celle d'un homme qui a une famille à gérer. Son fils à envoyer à l'école et qui sait que la chute peut être brutale. Vous voyez ce que la peur peut faire? N'ayez plus jamais peur parce que la peur voulait me faire rater beaucoup de choses. Je me disais, en m'abandonnant à mon entreprise, tout peut arriver et je me retrouve à ne pas payer mes factures et tout. Donc, chaque week-end, je repartais faire la sécurité. Alors, il préfère garder sa sécurité. Littéralement, son travail d'agent de sécurité devient sa police d'assurance. Tant qu'il a ce salaire fixe qui tombe chaque fin du mois, il se dit qu'il ne mourra jamais de faim. Ses amis essaient de le raisonner, mais sa femme l'encourage, car elle connaît les réalités de la rue. Alors Bertin tient bon. Alors il préfère travailler 80 heures par semaine plutôt que de prendre le risque de tout perdre. Et pendant ce temps, Pafik continue de grandir. Les contrats s'enchaînent, la qualité de service devient légendaire. Bertin décroche même le Spring Up Award, c'est le concours de McDonald's qui va féliciter l'agent le plus propre de France. Cette distinction change tout. Soudain, tout le monde veut travailler avec Bertin. Les franchisés McDonald's se l'arrachent même. Mais au-delà de ça, d'autres enseignes prestigieuses viennent frapper à la porte de Pafik. Les Champs-Élysées, le Louvre, le Forum des Halles, tous ces lieux mythiques que Bertin nettoyait en tant qu'employé, il va désormais pouvoir les nettoyer en tant que patron. Et comme je travaillais avec les franchisés, à cette occasion, tout le monde cherchait mon numéro. J'étais devenu la vedette du nettoyage. On m'appelait partout. C'est comme ça que j'ai pu nettoyer les Champs-Élysées, Louvre, le Rivoli, le Forum, le Hall, tous les grands restaurants que vous pouvez y payer. L'entreprise explose, passe de 89 employés à 150 employés, puis 200, puis 300. Mais Bertin continue à garder sa sécurité. Même avec 300 employés, même avec des millions d'euros de chiffre d'affaires, même avec des contrats signés sur plusieurs années, il continue à pointer à la gare de l'Est chaque week-end. Les employés ne comprennent plus. Ses concurrents même le prennent pour un fou. Mais Bertin s'en fiche. Il a sa logique. Mieux vaut être prudent et riche que téméraire et pauvre. Jusqu'à ce jour où il va enfin comprendre l'ampleur de ce qu'il a bâti. Un matin, il doit aller à la banque pour une formalité administrative. Il demande à voir le directeur. À l'accueil, on lui répond qu'on ne voit pas le directeur comme ça. Il faut prendre rendez-vous. Mais Bertin, il insiste. Il a besoin de voir le directeur. Et c'est urgent. Alors, il se présente. Il dit « Je suis le PDG de Pafik ». Et là, la standardiste tape son nom dans l'ordinateur et tout de suite, son attitude change. Instantanément, elle lui propose un café. Et un jour, je suis allé à la banque. J'ai demandé à la dame qui était là, je veux voir le directeur. Il dit, monsieur, on ne voit pas le directeur comme ça, vous avez rendez-vous. J'ai dit non. Et il dit, vous, c'est, je dis, Tchofo Bertin. Il tape, le nom ne lui dit rien. Il dit, non, vous n'avez pas un compte ici. Je dis, je suis le PDG de Pafik. Elle tape. Elle dit, monsieur, vous voulez un café? J'ai dit oui, bien sûr. Et le directeur arrive en courant de son bureau. Il vient et il fait rentrer Bertin dans son bureau. Et là, le directeur lui dit une phrase qui va changer sa vie. Mais comment pouvez-vous laisser traîner autant d'argent dans un compte courant? Comment vous laissez traîner autant d'argent dans un compte courant? Il y a les supports. Bertin ne comprend pas. Le directeur lui montre l'écran et Bertin réalise que Pafik a plus de 500 000 € dormants sur un compte courant. La société avait déjà plus de 500 000 € dans le compte. Je dis, vous avez dit quoi, directeur? Il dit, non, vous ne pouvez pas laisser autant d'argent traîner dans un compte courant. 500 000 €, mais il n'en revient pas. Il ne savait même pas qu'il avait autant d'argent. Il était focalisé sur le travail. Depuis le début, il laissait son comptable gérer les finances. Le comptable payait les salaires, le comptable payait les charges et Bertin lui-même ne se versait que le strict minimum en salaire pour vivre. Ce jour-là, il rentre chez lui, il appelle sa femme et lui dit « Les choses ont changé ». Dès le lendemain, il va voir son patron qu'il emploie à la gare de l'Est
et il dépose sa démission de son poste d'agent de sécurité. Après des années à cumuler, après des années à avoir peur, il décide enfin de se consacrer à temps plein à son entreprise. Désormais, Bertin Tchofo est officiellement un entrepreneur à succès. Il a prouvé qu'on peut partir de rien et bâtir un empire. Mais au fond de lui, une nouvelle ambition grandit. Pas fixe, c'est bien, mais ce n'est que le début. Car Bertin commence à rêver plus grand, plus loin. Il commence à penser à l'Afrique. Bertin Tchofo a réussi en France. Trafic tourne parfaitement, l'argent rentre, sa famille est stable, mais au fond de lui, quelque chose le tracasse. Une promesse faite à Dieu pendant sa conversion, une promesse qui n'a toujours pas tenu. Lors de son jeûne de 3 jours, quand il avait trouvé sa vérité spirituelle, Bertin avait juré que s'il réussissait, il construirait d'abord une maison pour le Seigneur avant de penser à la sienne. Mais il y avait quelque chose qui me tenait, et ta promesse. Parce que j'avais raconté à tout le monde que j'allais construire une maison pour le Seigneur. Du coup, c'était devenu un fardeau pour moi. J'avais dit, avant ma maison, le dilemme était là. Est-ce que j'achète la maison? Est-ce que je construis ma maison? Est-ce que je construis le temple de Dieu? Le dilemme était là. Des années ont passé, il a payé le loyer de son église en France, mais il n'a toujours pas construit de temple. Après 11 longues années d'absence, Bertin retourne au Cameroun et ce qu'il découvre le bouleverse. Dans son village natal, il trouve une petite église où une quinzaine de fidèles sont assis à même le sol. Pas de chaise, pas de toit décent, juste 4 murs délabrés et des gens qui prient dans la poussière. Il demande où est le pasteur. On lui présente une dame qui fait office de trésorière et elle lui explique qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un vrai lieu de culte, encore moins une maison pour leur pasteur. Bertin n'hésite pas une seconde. Il sort l'équivalent de 20 000 € de sa poche et annonce « On va d'abord construire la maison du pasteur, puis un temple pour 300 personnes. » Les locaux n'en croient pas leurs yeux. Cet homme qui revient de France après tant d'années veut vraiment transformer leur église. 6 mois plus tard, Bertin revient et la maison du pasteur est terminée. Il lance alors la construction du temple. Mais en cours de route, sa vision change. Il comprend que 300 places ne suffisent pas. Il faut voir plus grand. Il faut penser plus loin. Il fait arrêter les travaux, il casse une partie de ce qui est déjà construit et il recommence. Et cette fois, il fait tout avec une mezzanine et des places en hauteur. Le temple final peut accueillir bien plus de fidèles. Combien cela lui a-t-il coûté au total? Il ne le dit jamais précisément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a investi massivement dans cette œuvre avant même de penser à son propre confort. Pour lui, la mission est accomplie. La promesse est tenue. Bertin ne retournera d'ailleurs que 2 fois dans ce temple, le jour de l'inauguration et le jour de la remise des clés. Mais ce voyage au Cameroun lui révèle autre chose. Un potentiel économique énorme inexploité. Partout où il regarde, il voit des matières premières qui partent à l'état brut vers l'étranger, puis qui reviennent transformées à prix d'or. L'huile de palme qu'on exporte brute et qui revient sous forme de savon. Le cacao qu'on vend aux multinationales et qui revient sous forme de chocolat. Les bois qu'on coupe pour l'Europe et qui revient sous forme de meubles. Bertin a une révélation et se dit « Et si je créais une industrie de transformation locale ?» Mais ses premiers pas entrepreneuriaux africains vont être chaotiques. Il part sur un premier projet, des appartements meublés, il achète un terrain, il engage un architecte, il commence les travaux, mais au Cameroun, les règles du jeu sont différentes. Un jour, des hommes arrivent et lui annoncent que le terrain ne lui appartenait plus. L'argent investi s'est tout simplement évaporé. Bertin encaisse le coup sans se décourager. Il se lance dans un deuxième projet. Il lance un fast-food rural. L'idée lui vient de son expérience chez McDonald's. Pourquoi ne pas adapter le concept à l'Afrique? Il achète donc 30 hectares de terrain et commence la culture de maïs sur 8 hectares. Mais très vite, il réalise que c'est impossible de faire un fast-food rentable avec si peu de production. Il abandonne le projet. 2 échecs coup sur coup. N'importe qui se serait découragé, mais Bertin a appris la patience en France. Et surtout, il découvre que même ces échecs peuvent être rentables. Car 5 ans après avoir acheté son terrain à 35 000 €, une grande route passe juste à côté et la valeur de son terrain explose à 400 000 €. Son investissement a été multiplié par 11. Mais Bertin veut vraiment réussir dans l'industrie. C'est là qu'il sent qu'il peut avoir le plus gros impact. Alors il se lance dans la savonnerie. Le problème, c'est qu'au Cameroun, personne ne maîtrise vraiment cette technologie. Il trouve bien un ingénieur local qui accepte de l'accompagner, mais ce dernier réclame 30% de commission sur chaque achat de machine. 30% sur des machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros, cela représente plus de 350 000 € de commission. Il comprend qu'il doit se former lui-même. Alors il prend une décision qui est totalement folle. Vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais vous dire. Il va
décidé d'apprendre l'industrie de la savonnerie directement en Italie. Et qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Tous les lundis matin, il prend l'avion pour aller en Italie. Pas pour aller visiter, pas pour aller regarder comment on fait du savon. Non, pas pour aller faire une formation. Il y va pour travailler dans les usines de savon de 8h à 17h. Il apprend le fonctionnement des machines, les dosages, les process de production. Le soir, il reprend l'avion pour Paris. Il travaille mardi dans ses bureaux PAFIC. Mercredi, il retourne en Italie. Jeudi, il vient à Paris. Et vendredi, il retourne en Italie. Il fait ça pendant 3 mois. Il fait cette navette épuisante, mais au bout de ces 3 mois, il maîtrise parfaitement la technologie. Et il peut enfin monter sa première savonnerie sans intermédiaire. 1 an plus tard, la savonnerie fonctionne. Le succès est au rendez-vous. Les commandes affluent et ces commandes viennent notamment du côté du Soudan. Les camions font 2500 km pour venir chercher son savon au Cameroun et l'emmener au Soudan. Bertin est aux anges, mais il fait une erreur classique d'entrepreneur débutant. Il met tous les œufs dans le même panier. Un seul gros client qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Quand la crise éclate au Soudan et que son client principal disparaît, la savonnerie s'effondre. Bertin a déjà commandé une deuxième chaîne de production. Elle arrive au moment où il n'a plus de commandes. Bertin ne se décourage pas malgré tout. Il diversifie sa clientèle. République centrafricaine, Tchad, Congo et bien d'autres pays. Progressivement, la savonnerie retrouve sa rentabilité. Mais entre-temps, Bertin a une nouvelle vision. Une vision plus ambitieuse. Une vision plus révolutionnaire. Il veut s'attaquer au secteur alimentaire. Il a un objectif qui est simple. Il veut remplacer les importations massives de blé par de la production locale de manioc. Son idée concrètement, c'est de créer une farine de manioc qui permette de faire du pain 100% à base de manioc. L'idée peut sembler simple, mais elle est révolutionnaire. Si elle fonctionne, elle peut transformer l'économie de tout un continent. Bertin lance ses premières expérimentations, il plante 1300 hectares de manioc, il construit une usine capable de transformer 20 tonnes par jour. Il développe une farine de qualité boulangère et ça marche. Sa boulangerie produit du pain et des croissants 100% à base de manioc. Le goût est là, la texture aussi. Mais Bertin voit encore plus grand. Son rêve fou, c'est de servir 2 millions de repas par jour à 1 € le menu dans toute l'Afrique. Pour y arriver, il diversifie son empire industriel. Il va dans l'eau minérale, le jus naturel, la margarine, les cosmétiques, le savon, tout ce qui peut permettre de réduire les coûts du menu final. Aujourd'hui, l'empire PAFIC au Cameroun emploie plus de 500 personnes directement et 1000 indirectement. Le chiffre d'affaires se compte en milliards de francs CFA. Bertin Tchofo, l'ancien SDF de Paris, est devenu l'un des plus grands industriels du Cameroun. Il est devenu tellement grand à tel point que cette année, en 2025, l'État camerounais lui a décerné le titre de chevalier de l'Ordre de la Valeur, la plus haute distinction du pays. Mais pour Bertin, ce n'est que le début, car son objectif ultime, c'est que l'Afrique arrête d'exporter les matières premières pour les racheter déjà transformées, mais qu'elle développe sa propre industrie, sa propre souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est un rêve fou? On pourrait le dire. Mais Bertin, il a appris une chose. Les rêves les plus fous deviennent réalité quand on a la patience de les construire brique par brique. Au début de cette vidéo, je vous ai fait une promesse, celle de vous raconter l'histoire d'un homme dont le parcours va changer votre façon de concevoir la réussite et surtout le chemin pour y arriver. L'histoire de Bertin Tchofo, de SDF parisien, un capitaine d'industrie africain valant des milliards de francs CFA, nous enseigne énormément. La première leçon qu'il faut retenir, c'est la foi comme moteur. PAFIC signifie partenaire financier avec Christ. Bertin a littéralement fait de Dieu son associé principal. Ces dîmes folles de 200 € sur 600 € de salaire semblaient insensées, mais elles ont déclenché des promotions immédiates. Que vous soyez croyant ou pas, le principe que je viens d'énoncer reste le même. Investir dans quelque chose de plus grand que soi crée une énergie surhumaine. La deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est la patience. Bertin a continué à faire agent de sécurité jusqu'à 89 employés. Ses amis le prenaient pour un fou. Lui savait qu'il valait mieux être sûrement stable que probablement riche. Dans un monde obsédé par la vitesse, Bertin nous rappelle que les vrais empires se construisent lentement. Ne lâchez votre emploi que quand votre business peut vraiment vous nourrir. La prudence n'est pas la lâcheté, c'est de l'intelligence. La troisième leçon, c'est donner avant de recevoir. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes mal à l'aise avec ce principe. Bertin payait le loyer de son église avant d'avoir sa propre maison. Il construisait un temple avant de penser à son propre confort. Cette logique inversée, donner quand on n'a rien, semble impossible. Pourtant, c'est elle qui a débloqué tous ses succès. L'univers récompense ceux qui pensent aux autres avant eux-mêmes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que 15 ans après avoir quitté le Cameroun, Bertin retourne voir son ancien patron pour rembourser une dette.
tellement cet homme était touché qu'il a fondu en larmes. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi intègre. Cette intégrité devient son meilleur capital. Les gens lui font confiance les yeux fermés. Dans un monde de menteurs, de voleurs et de malhonnêtes, être honnête devient vraiment un super pouvoir. Alors dans un monde où tout le monde cherche la recette miracle de l'enrichissement rapide, Bertin Tchofo nous enseigne l'inverse. Il n'y a pas de raccourci vers le succès durable, les amis. Il y a juste du travail, de la pertinence, de la foi et beaucoup de service aux autres. Son histoire nous crie une vérité simple. Si un SDF peut devenir milliardaire, si un homme sans papier peut employer 500 personnes, si quelqu'un qui dormait dans la rue peut transformer l'industrie africaine, alors vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous. Il suffit de commencer. Il suffit d'être patient. Il suffit de rester intègre. L'empire se construit brique par brique, la fortune se bâtit centime par centime et la grandeur se forge jour après jour. Bertin Tchofo nous le prouve. Derrière chaque réussite extraordinaire, il y a une histoire ordinaire de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Alors, la question n'est plus « est-ce que toi, oui, toi qui me regardes, est-ce que vous avez les moyens de réussir ?» Non, la question est « avez-vous le courage de commencer ?» Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire et n'hésite pas à regarder cette vidéo dans laquelle je te parle malheureusement d'une personne qui, elle, est peu intègre et a ruiné 300 000 personnes en l'espace de quelques années.